L'Afghanistan. Une guerre qui a coûté la vie à près de 15 000 jeunes conscrits soviétiques et environ 1 million d'Afghans. Ça a été le syndrome vietnamien de l'Union soviétique, pour ainsi dire. Impossible pour une superpuissance de s'extirper de ce pays sauvage. Les États-Unis fournissent des armes qui valent des milliards à des alliés invraisemblables, les fondamentalistes islamiques. Il est donc tout à fait vrai de dire que cette guerre s'est menée avec notre or et avec leur sang. La vallée de Panjshir, dans les montagnes Hindou-Kush de l'Afghanistan. Un pays rural, traditionnellement islamique, de 15 millions d'habitants. Les puissances étrangères ont tenté de le conquérir depuis des siècles. Aucune n'a réussi. Mais la guerre civile et les années de la guerre froide vont résulter pour le peuple afghan en un terrible bilan de morts et de destruction. Dans les années 70, l'Afghanistan devient un point de mire de la rivalité des superpuissances. Proche du pétrole du golfe Persique et des ports de l'océan Indien, il est voisin de l'Iran à l'ouest et du Pakistan au sud et à l'est. Au nord, il partage une frontière avec les musulmans des républiques d'Asie centrale de l'Union soviétique. Pour Moscou, une alliance avec l'Afghanistan est essentielle. Kaboul, Afghanistan, avril 1978. Un coup d'État militaire porte un régime de gauche au pouvoir. Les caméras soviétiques le dépeignent comme une révolution populaire romantique. Les foules sont rassemblées pour fêter le changement de pouvoir. Nour Mohammad Taraki, le nouveau dirigeant de l'Afghanistan, demande le soutien de l'Union soviétique. Moscou envoie plusieurs centaines de conseillers soviétiques pour y faire progresser le socialisme. La grande majorité des Afghans n'avaient pas d'emploi. L'Afghanistan était un pays agricole. Nous avons donc cru qu'il était préférable de procéder à une réforme agraire et de donner la terre à ceux qui n'en avaient pas. Cela leur permettrait d'accroître leur niveau de vie. On encourage les femmes à ne plus porter le voile et à fréquenter des classes d'alphabétisation aux côtés des hommes. Dans les campagnes, les réformes sont perçues comme une menace aux coutumes ancestrales et à l'autorité des prêtres islamiques, les mollahs. Afin de contrer les communistes qui répandent leur nouvelle doctrine, les opposants aux réformes incendient les écoles et les universités. Des milliers d'Afghans fuient l'agitation révolutionnaire et se réfugient au Pakistan. La résistance s'intensifie dans tout le pays. Brejnev et le Politburo ont tenté de ramener Kaboul à la raison. Nous ne pouvions pas comprendre comment ils pouvaient instaurer le socialisme en 5 ans seulement. Nous avons dit, vous ne pouvez pas faire ça. Nous bâtissons le socialisme depuis 60 ans et nous n'avons pas encore terminé. Mais ils croyaient que c'était nous qui avions tort. La naïveté caractérisait tous leurs propos.
En Iran, un pays voisin, les foules répondent à l'appel de la résistance afghane en faveur de la djihad, la guerre sainte contre les impies communistes. D'autres pays islamiques rallient le mouvement. À Washington, le conseiller national pour la sécurité Zbigniew Brzezinski est convaincu que le régime de gauche de l'Afghanistan constitue une menace sérieuse. Yeah. And that will deal first with Iran, then with Afghanistan and the regional implications. Brzezinski dit au président Carter que Moscou pourrait se servir de la crise afghane pour descendre vers le sud et s'emparer du pétrole du Golfe Persique. I have essentially 4 items I'd like to quickly review. Les craintes de Brzezinski concernant l'instabilité de la région se matérialisent quand des manifestations populaires à Téhéran mènent au renversement du Shah d'Iran. Avec le renversement du Shah, les États-Unis perdent leur allié le plus important dans la région. Quoi qu'il advienne, nous risquions, à brève échéance, d'être confrontés à l'Iran, un pays hostile, sur la rive nord du Golfe Persique, voire aux Soviétiques eux-mêmes. Les groupes islamiques qui combattent les communistes bénéficient pour la première fois de l'aide clandestine des Américains en juillet 1979. Le président Carter commence par y envoyer du matériel de communication. Les rebelles se nomment eux-mêmes Moudjahidines, soldats de Dieu. La plupart sont des paysans, dirigés par les mollahs des villages et des propriétaires terriens. Beaucoup de leurs armes ont été prises au régime communiste. Partis des camps de réfugiés au Pakistan, les recrues de la djihad marchent pendant plusieurs jours dans les montagnes pour se joindre au combat. Les Moudjahidines affrontent l'armée afghane, mécanisée et entraînée par les Soviétiques. Les médias soviétiques montrent une armée très motivée. En réalité, chaque mois, des milliers de soldats désertent l'armée. Kaboul implore Moscou d'envoyer des soldats soviétiques. Au Kremlin, les dirigeants soviétiques se réunissent plusieurs fois pour discuter de la crise afghane. Lorsque la foule massacre des conseillers soviétiques et leurs familles à Hérat, la requête de Kaboul pour l'envoi de soldats soviétiques devient plus pressante. Les Afghans voulaient que l'on envoie un nombre limité de soldats soviétiques pour garder les bases militaires. Ils ne pouvaient tout simplement pas venir à bout des Moudjahidines. Ils ont d'abord parlé d'un bataillon, puis d'une brigade. Ensuite, ils ont insisté et exercé des pressions pour qu'on envoie des soldats soviétiques, mais nous refusions tout le temps. Le président Taraki a un premier ministre apparemment dévoué, Hafizullah Amin. Amin est l'homme fort du régime. Malgré l'opposition et le conflit, il est résolu à poursuivre les réformes. Amin lance une campagne de terreur. Il fait arrêter les opposants et les fait exécuter. J'ai dit à Amin que ses politiques étaient trop dures, qu'elles allaient tourner la population musulmane contre lui. Comme la réforme agraire qui n'a pas tenu compte des traditions afghanes. Mais il avait l'habitude de me répondre, est-ce que Staline a fait la révolution avec des gants blancs? Le président afghan Taraki s'envole vers Moscou pour discuter avec le dirigeant soviétique Léonid Brejnev de la façon de réfréner les excès d'Amin. Il décide de le limoger dans l'espoir que le gouvernement de Kaboul obtienne l'appui populaire en ralentissant les réformes et en mettant fin à la terreur. Mais le plan secret de Moscou transpire. Quand le président Taraki rentre à Kaboul, Amin le fait arrêter et exécuter.
Amin comprend que les Soviétiques ne veulent plus de lui. Il cherche à améliorer ses relations avec l'Occident. Le KGB en vient même à imaginer qu'Amin puisse être un agent de la CIA. Andropov, le chef du KGB, a été très inquiet qu'Amin flirte avec les Américains. Andropov s'est dit que si nous ne faisions pas intervenir les soldats russes, Amin prétendrait que Moscou n'avait pas rempli ses obligations. Il demanderait ensuite l'aide des Américains qui enverraient leurs propres soldats. À Moscou, les arguments militent de plus en plus en faveur d'une invasion pour éliminer Amin. Les interventions militaires soviétiques en vue de renverser les dirigeants étrangers indésirables ont été fructueuses en Hongrie et en Tchécoslovaquie. En Europe, la course aux armes nucléaires s'intensifie. L'OTAN veut contrer des missiles mobiles de l'Union soviétique. Le 12 décembre 1979, l'Ouest annonce qu'il va déployer en guise de riposte des centaines de missiles Cruise. Moscou sent maintenant qu'il a peu à perdre sur le plan international en intervenant militairement en Afghanistan. Ce soir-là, le Politburo convoque une réunion d'urgence. Notre plus grande inquiétude était la sécurité des frontières du sud de l'Union soviétique. On craignait aussi la propagation du fondamentalisme islamique en Afghanistan depuis l'Iran. J'ai dit que l'intervention militaire en Afghanistan serait très difficile pour notre armée. Elle ne serait pas nécessairement couronnée de succès. On n'a qu'à voir la situation de l'Afghanistan, sa géographie, son histoire et surtout l'indépendance typique des Afghans. Nous avons aussi pensé que si nous n'allions pas en Afghanistan, d'autres pays le feraient. L'intervention de ces États pouvait déstabiliser la situation à la frontière soviéto-afghane et dans toute la région. Le 25 décembre 1979, le Politburo soviétique prend une décision fatidique. Les chars d'assaut et les camions qui transportent des dizaines de milliers de soldats commencent à franchir lentement la frontière. Moscou espère qu'ils pourront remplir leur mission en quelques semaines. Le vieux palais royal à la périphérie de Kaboul est la résidence favorite du premier ministre Amin. Les troupes spéciales du KGB envahissent l'immeuble. Amin tente de se cacher, mais il est abattu. Moscou remplace Amin par un dirigeant plus maniable, Babrak Karmal. Depuis le début de la guerre froide, l'Union soviétique n'a jamais envahi un pays situé au-delà des frontières du pacte de Varsovie. C'est une limite que les troupes soviétiques viennent de franchir. Les implications de l'invasion soviétique en Afghanistan peuvent constituer la plus grave menace pour la paix depuis la Seconde Guerre mondiale. Une importante majorité de pays ont condamné cette dernière tentative soviétique d'étendre sa domination coloniale. J'ai dû imposer des restrictions à l'Union soviétique. L'une d'elles a consisté à déclarer publiquement que si les Soviétiques envahissaient ou le Pakistan ou l'Iran, à partir du Pakistan, je devrais considérer cela comme une menace directe à la sécurité des États-Unis d'Amérique. Je déciderai alors des ripostes que je jugerais nécessaires et appropriées. Et j'ai laissé entendre que cela n'excluait pas une frappe nucléaire. L'intervention militaire de l'Union soviétique est injustifiable. Il est indubitable qu'aucun autre pays que l'Union soviétique ne s'est ingéré dans les affaires internes de l'Afghanistan. Aux Nations unies, l'invasion soviétique est largement condamnée. Le président Carter impose un blocus aux livraisons de céréales à l'Union soviétique, lance un boycott des Jeux olympiques de Moscou et augmente le budget de l'armement des États-Unis. C'est la fin de la détente.
Le conseiller national pour la sécurité des États-Unis, Brzezinski, s'envole pour le Pakistan afin d'organiser la résistance. Il veut armer les Moudjahidines sans dévoiler le rôle des États-Unis. Sur la frontière afghane, près du col de Khyber, il presse les soldats de Dieu de redoubler d'efforts. Nous connaissons leur foi profonde en Dieu et sommes confiants de la réussite de leur combat. Cette terre là-bas est la vôtre. Vous y reviendrez un jour parce que vous gagnerez votre combat et vous retrouverez vos maisons et vos mosquées parce que votre cause est juste et que Dieu vous appuie. L'objectif de la coordination avec les Pakistanais visait à faire souffrir les Soviétiques le plus intensément et le plus longtemps possible. Nous avons commencé à envoyer des armes aux Moudjahidines de plusieurs provenances. Par exemple, certaines armes soviétiques provenaient des Égyptiens et des Chinois. Nous avons même obtenu des armes soviétiques du gouvernement communiste tchécoslovaque, qui a semblé, de toute évidence, sensible à une rétribution matérielle. Puis, à un moment donné, nous avons commencé à acheter des armes de l'armée soviétique en Afghanistan pour les Moudjahidines, parce que cette armée était de plus en plus corrompue. Brzezinski recherche l'aide du général Zia-ul-Haq, le dirigeant militaire du Pakistan. Le Pakistan, qui veut un voisin amical et très islamique, a toujours eu un grand intérêt pour l'Afghanistan. Or, le Congrès américain a déjà mis fin à son aide militaire au Pakistan. Le général Zia fait fi des droits de la personne. Il est en train de fabriquer une bombe nucléaire. Et il n'a pas réussi à endiguer le commerce de la drogue. Mais les Américains ferment maintenant les yeux sur ces points de dissension. Je pense que nous avions deux poids, deux mesures avec les Pakistanais. Nous savions qu'il y avait de gros problèmes concernant la drogue et le nucléaire. Et nous étions prêts à fermer les yeux tant et aussi longtemps que le soutien à la résistance afghane passerait par le gouvernement du Pakistan. Et c'est ce que nous avons fait. En Afghanistan, l'armée rouge veille sur les villes, les routes et les aéroports, tandis que l'armée afghane mène les combats. En 1980, près de 100 000 soldats soviétiques sont déployés dans le pays. C'est une guerre civile, mais on a fait croire aux conscrits soviétiques qu'ils sont venus en Afghanistan pour affronter les Américains. Contre leur gré, les Soviétiques sont bientôt entraînés dans le combat. Ils commencent par des offensives de balayage classiques, mises au point pour combattre l'OTAN en Europe et les soldats chinois dans les plaines de la Mandchourie. En terrain montagneux contre la guérilla, cette tactique s'avère désastreuse. Eh bien, je dirais que 99% de toutes les batailles que nous avons menées en Afghanistan ont été gagnées par les Soviétiques. Le problème, c'est que le lendemain matin, on se retrouvait dans la même situation, comme s'il n'y avait pas eu de combat. Les Moudjahidines étaient encore dans le village. Nous pensions les avoir anéantis la veille. C'était donc une guerre absolument inutile. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. Anticommuniste convaincu, Ronald Reagan remporte l'élection de 1980 en projetant l'image d'un dirigeant fort et en promettant de reconstruire la puissance militaire des États-Unis. Pour beaucoup d'Américains, la politique étrangère de Carter a semblé faible. Reagan intensifie l'aide aux rebelles afghans. Les Moudjahidines sont constitués en plusieurs factions, selon leurs origines tribales et ethniques. Quand les Moudjahidines ne combattent pas les Soviétiques, ils se battent parfois entre eux.
Les Moudjahidines s'emparent souvent de matériel militaire en bon état. Mais ils sont à ce point désorganisés qu'en quelques heures, ils pillent eux-mêmes l'équipement et le rendent inutilisable. J'ai déclaré que dans le dictionnaire afghan, le mot gratitude se trouvait quelque part entre donne-le-moi et je t'ai eu. Par contre, nous nous sommes toujours entendus sur le fait que tant que nous allions leur fournir les moyens de mener cette guerre, ils allaient continuer. Il est donc tout à fait vrai de dire que cette guerre s'est menée avec notre or et avec leur sang. L'administration Reagan augmente ses fournitures militaires clandestines aux Moudjahidines. L'argent et les armes sont acheminés par des camps au Pakistan. En contrôlant la façon dont l'aide est distribuée, les Pakistanais espèrent instaurer un régime fondamentaliste en Afghanistan. Ils préfèrent l'extrémiste Gulbuddin Hekmatyar. Les Pakistanais avaient besoin de personnes qu'ils puissent manipuler. C'est pour cela que l'aide américaine, quelle qu'en soit la nature, au début elle était minime mais plus tard elle est devenue plus substantielle, était essentiellement dirigée par les Pakistanais vers Gulbuddin, aux dépens des autres groupes. En Afghanistan, la guerre civile est de plus en plus féroce. Après de lourdes pertes, l'armée rouge change de tactique. Elle délaisse les grandes opérations de ratissage avec les blindés et fait appel à l'armée de l'air. Les commandos soviétiques seront largués par hélicoptère pour couper la fuite des Moudjahidines. Tandis que les armes affluent en Afghanistan, les Nations unies cherchent une solution diplomatique. Le sous-secrétaire Diego Cordovez tente de négocier une entente qui permette à l'Union soviétique de se retirer si l'on cesse toute aide militaire aux Moudjahidines. Sa navette diplomatique a peu de succès auprès du président afghan Babrak Karmal. Moscou, novembre 1982. Après 18 ans au pouvoir, Léonid Brejnev meurt. Les funérailles d'État donnent lieu à une nouvelle initiative afghane. Après la cérémonie, le nouveau président soviétique Yuri Andropov confie au ministre des Affaires étrangères du Pakistan qu'il pourrait accepter le plan des Nations unies. Mais les Américains ne font pas confiance à Andropov. Nous n'avons jamais envisagé que les Soviétiques délaissent l'Afghanistan et négocient leur retrait. Ça ne semblait pas crédible de leur part, car nous ne pensions pas qu'ils soient disposés à le faire. De sorte que, dans nos discussions avec les Pakistanais, nous les avons toujours encouragés à maintenir leur pression. La Bible nous dit que la paix viendra. Mais jusqu'ici, dans ce siècle, l'humanité n'a pu la trouver. Les États-Unis et le Pakistan ne sont pas prêts à négocier avec Moscou. Pour Washington, le plan de paix des Nations unies est secondaire. Les pays pacifistes du monde doivent condamner l'agression. En Afghanistan, l'aviation soviétique bombarde maintenant toutes les régions sans distinction. L'un après l'autre, des villages entiers sont rayés de la carte.
Dans une attaque typique, le 8 avril 1985, les villages de Kats et de Mindrawar sur la grande route de Kaboul à Jalalabad sont bombardés, puis envahis par les soldats soviétiques. Les Russes ont pris 14 d'entre nous et nous ont alignés près de ce mur. 2 soldats russes se tenaient devant nous avec des mitrailleuses. Nous avons commencé à réciter le Saint Kalima du Saint-Coran parce que nous savions que nous allions mourir. Ils ont tiré sur chacun de nous. Je suis tombé. Il y avait un amoncellement de corps au-dessus de moi. Les balles m'avaient manqué. Les soldats nous ont fouillés et ils ont pris notre argent. Ils m'ont déplacé, mais j'ai fait semblant d'être mort. Quand on tue, on ne sent pas de calme. On se sent seulement indifférent. On est paranoïaque, on perd sa moralité. On devient sans pitié. Notre âme se refroidit parce qu'on est confronté à une chose que l'on n'aime pas faire. Il est possible qu'un jeune soldat tue seulement pour tester son arme. Ou s'il est curieux de savoir à quoi ressemble l'intérieur d'un être humain ou l'intérieur d'un crâne écrasé. Mais il y a aussi le fait que si on ne tue pas, on se fait tuer. On a la sensation d'être ivre de sang. Souvent, on tue par ennui ou par envie. C'est comme la chasse aux lièvres. Nous avons tellement pleuré que nous ne pouvons plus pleurer. Et même si nous pleurons, qui essuiera nos larmes? Vous voyez, il ne reste plus personne vers qui se tourner. Nous ne pouvons que prier Dieu pour qu'il nous venge, parce que nous sommes impuissants. Il n'y avait pas ce qu'on appelle une population pacifique. Ils étaient tous des guérilleros. Je me souviens qu'un jour, on a rassemblé toutes les femmes et les enfants. On les a arrosés de kérosène et on a mis le feu. Oui, c'était cruel. Oui, on l'a fait. Mais ces enfants torturaient nos soldats blessés avec des couteaux. Des milliers de civils sont tués de manière atroce par les Soviétiques dans tout l'Afghanistan. Les Moudjahidines commettent des crimes de guerre eux aussi, en exécutant souvent des prisonniers soviétiques et afghans de sang-froid. De plus en plus cruels et audacieux, les Moudjahidines attaquent les convois soviétiques, la ligne de ravitaillement en pétrole et en armes de l'armée rouge. Dans le camp soviétique, on déplore jusqu'à 2000 morts par année.
Beaucoup de conscrits soviétiques ne sont que des recrues qu'on a envoyés en Afghanistan après à peine 3 mois d'un entraînement sommaire. La maladie, l'alcool et la drogue sapent la vigueur de l'armée. Les blessés ne reçoivent que les premiers soins. La guerre semble inutile. On ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qui va survenir demain. Peut-être qu'on mourra, et pourquoi? Pour un régime qui vous ment? Pour un régime qui a rendu mon père alcoolique et toute ma parenté? On réalise soudain qu'on a été élevé dans un régime qui ne crée que le mal. On voudrait s'enfuir, mais on ne sait pas où aller. On n'a qu'un espoir, avaler un demi-kilo d'opium et s'endormir pour ne plus jamais se réveiller. Les soldats de l'armée amie, on les voit passer leur temps libre à des travaux communautaires. Aujourd'hui, les soldats construisent un foyer pour les enfants. Les soldats soviétiques ne sont pas que des défenseurs. Ce sont aussi des créateurs. La propagande a été véhiculée jour après jour dans les médias soviétiques. Les vétérans qui rentrent du combat commencent à dévoiler le rôle véritable des soldats soviétiques. Mais les lecteurs des journaux soviétiques cherchent en vain des reportages véridiques. En fait, c'était une vaste opération de désinformation de la population soviétique. Les soldats soviétiques ne faisaient pas la guerre. La propagande disait qu'ils construisaient des écoles, des garderies, des routes, et qu'ils escortaient les convois de vivres. Voilà. Mais dans les cimetières de l'Union soviétique, il n'est pas possible de dissimuler le coût de l'invasion. Plusieurs mères russes ont perdu leur seul et unique enfant. Un officier est venu me voir et m'a dit « Soyez courageuse, votre fils est mort. » Je ne pouvais pas le croire. J'avais reçu une lettre de lui la veille. Je n'ai pas essayé d'ouvrir le cercueil. Mon frère voulait le faire, mais on ne nous l'a pas permis. Les obsèques ont été très rapides. Ils l'ont enterré sans plus. C'est très dur. On ne m'a pas permis d'écrire sur sa tombe qu'il est mort en Afghanistan. Je pouvais seulement écrire en petits caractères au bas « Mort en accomplissant son devoir internationaliste ». Je ne l'ai pas vu mort, alors pour moi il est encore vivant. Chaque fois que l'on sonne à la porte, je crois que c'est mon fils qui revient. Je ne crois pas qu'il est mort. En mars 1985, un nouveau dirigeant dynamique prend le pouvoir au Kremlin. Tandis que Mikhaïl Gorbatchev rencontre les foules russes dans ses tournées à travers tout le pays, on peut enfin exprimer publiquement son opposition à la guerre. Le bureau de Gorbatchev reçoit chaque semaine des milliers de lettres de protestation. Nous devions mettre fin à cette guerre, mais le faire de sorte que le peuple russe comprenne pourquoi des dizaines de milliers de personnes étaient mortes et des dizaines de milliers d'autres étaient invalides. Nous devions expliquer pourquoi. Nous ne pouvions tout simplement pas nous enfuir de là dans la honte, non. Nous devions trouver une manière de le faire.
Il y avait un obstacle idéologique. C'était notre syndrome du Vietnam. Il était impossible pour une superpuissance de se retirer de ce pays sauvage, comme les Américains au Vietnam. Cela aurait nui à notre prestige. L'envoyé des Nations unies, Diego Cordovez, apprend de Gorbatchev que l'Union soviétique envisagerait un retrait sous l'égide des Nations unies. Il reste à déterminer quelle sorte de gouvernement allait diriger l'Afghanistan après le départ des Soviétiques. Dans l'espoir que les États-Unis et le Pakistan acceptent une coalition sympathique à Moscou, Gorbatchev choisit un nouveau dirigeant afghan, Mohammad Najibullah. Il demande à Najibullah de proposer aux Moudjahidines des pourparlers en vue de former un gouvernement afghan de réconciliation nationale. Gorbatchev et ses initiatives de paix sont applaudies à Moscou, mais elles n'ont pas encore l'aval de Washington. Il venait du KGB, il était de la vieille école, il avait eu quelques associations assez douteuses et ainsi de suite. Il tentait de persuader les communistes traditionnels qu'il était de leur côté et qu'il allait leur trouver des postes au gouvernement, qu'il n'allait pas effectuer de grands changements dans l'économie et à la défense. Au retour de son premier sommet avec Gorbatchev, Ronald Reagan a compris que Moscou veut négocier son retrait de l'Afghanistan. Mais les faucons américains veulent se venger du Vietnam. Poussé par le Congrès, Reagan incite les Moudjahidines à se battre jusqu'à la victoire. Ce n'est vraiment que vers 1983 à 1985 que les militaires de Washington ont entrevu une victoire possible. Ne dépensons pas 100 millions de dollars par année en armement, disait-il. Dépensons plutôt $1 milliard par année. Afin de contrer la suprématie aérienne des Soviétiques, les États-Unis décident d'essayer leur tout dernier missile, le Stinger. Les essais en chantier ont de quoi impressionner, alors que le missile tiré d'une arme d'épaule se verrouille sur sa cible. En envoyant aux Moudjahidines des Stingers, des armes de technologie avancée de fabrication américaine, Washington indique clairement que les États-Unis jouent un rôle direct dans la guerre afghane. Stimulés par l'accroissement de l'aide américaine, les Moudjahidines s'opposent à un accord de paix négocié par les Nations unies qui permettent aux soldats soviétiques de se retirer en laissant le régime de Kaboul en place. Signé à Genève, l'accord de paix de 1988 interdit tout nouvel appui militaire aux deux camps en Afghanistan. Les deux superpuissances font fi de l'interdiction. L'approvisionnement en armes continue. Les accords de Genève n'apportent pas la paix. Nous sentions qu'au fond, les Russes voulaient trouver le moyen de se débarrasser, pour ainsi dire, de la résistance et de l'opposition de l'Ouest, et qu'ils auraient alors le champ libre pour trouver d'autres moyens de continuer à dominer l'Afghanistan. Et c'est ce que nous ne voulions pas. Les Américains voulaient qu'il ne subsiste pas la moindre trace de marxisme. Ils voulaient installer un régime fantoche anti-soviétique qu'ils auraient contrôlé. Les partisans de la ligne dure et sanglante ont gagné en fin de compte. Notre raisonnement était très simple. Si vous continuez à aider votre camp, nous ferons de même. En 1988, conformément à l'accord de Genève, les soldats soviétiques amorcent leur retrait. Mais au lieu de la paix, l'Afghanistan va connaître d'autres années d'effusion de sang.
Les combats entre les groupes fondamentalistes islamiques rivaux continuent de détruire le pays bien après la fin de la guerre froide. Depuis 1979, 5 millions d'Afghans ont été blessés ou ont dû fuir leur foyer. Près de 15 000 soldats soviétiques ont été tués. 1 million d'Afghans sont morts. Je n'ai pas mal dormi. Ce n'est pas que je sois insensible ou que je ne comprenne pas la souffrance et l'agonie de la guerre. Mais cela a tellement contribué à enrayer un mal qui a causé d'autres souffrances à un si grand nombre de personnes, de sorte que, tout compte fait, cela en valait la peine. Les Afghans ont été les grandes victimes. Ils se battent maintenant entre eux. Bien sûr, ils ont beaucoup de problèmes internes à régler. Mais c'est aussi à cause du legs des années 1970 qu'ils se battent maintenant entre eux, avec des armes américaines et soviétiques. Помаю, как зебука, богоду бить.